Donc, je suis Olivier Adam. On va parler des baleines. Ça marche. Quoi? Oui, c'est invertébré. Bon, on va faire juste une petite introduction parce que moi non plus, je suis pas biologiste. Donc, on va rappeler que ce sont des mammifères. Ils doivent aller à la surface pour prendre de l'air. Il y a 89 espèces, donc ça change régulièrement entre ceux qui disparaissent et puis ceux qu'on arrive à enfin localiser. Mais il y a deux grands groupes qui sont les mysticètes et les odontocètes. Donc les mysticètes, c'est les grandes baleines qui ont des fanons à la place de dents, et les odontocètes, ceux qui ont des dents. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà avec ces deux grandes familles, elles sont très différentes les unes des autres. J'irais même jusqu'à dire qu'elles ont pratiquement rien en commun. En termes d'anatomie, en termes d'alimentation, en termes d'habitat, de société, de culture, et des sons qu'elles vont émettre, parce que moi je m'occupe principalement de leur émission sonore, et donc on va pouvoir voir qu'en fait elles ont des générateurs vocaux totalement différents, et donc elles vont émettre des sons totalement différents. On va s'intéresser principalement et presque uniquement aux baleines à bosse. Je dis presque uniquement parce qu'à la fin, je ferai juste une petite conclusion sur l'ensemble des cétacés, mais là, on va se focaliser sur les baleines à bosse parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur cette mysticette. Donc, c'est une grande baleine, elle fait 15 mètres de long, 30 tonnes. Alors, les informations que vous allez trouver sur des pages Wikipédia, il faut s'en méfier. Sur les cétacés, on dit qu'ils vivent à peu près 60 ans. C'est quand on ne sait pas trop combien de temps ils disent. On dit que 60 ans, ça va nous permettre d'être un peu plus cool. On pense que les mysticètes vivent 100 ans, peut-être un peu plus. Il y a des baleines franches qui ont été datées de 200 ans. Donc voilà, il y a en gros des choses à regarder. Et elles sont migratrices. On va revenir là-dessus assez rapidement. En fait, on s'est intéressé à les parcours à travers le monde. Donc, elles ont deux zones de fréquentation. La première, pour aller s'alimenter, ce sont des zones près des pôles. Et la deuxième, c'est pour se reproduire, c'est des zones plus tempérées. Et donc, elles vont avoir des routes migratrices tout au long de l'année. Elles vont rester globalement entre 2 et 3 mois dans les zones d'alimentation, entre 2 et 3 mois dans les zones de reproduction. Et puis, il va y avoir 2 mois de trajet. Et elles vont faire des routes qui peuvent faire plus de 6000 km aller. Tu vois, et c'est intéressant parce que une des questions qu'on s'était posées, c'est de savoir quelles étaient leurs motivations pour se déplacer sur ces autoroutes. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment elles faisaient pour choisir. Là, ici, sur cette carte-là qui a été faite dans les années 2002, enfin, qui a été faite en 2002, je veux dire, il y a des choses qui manquent parce qu'on a mis des balises Argos sur les cétacés, et notamment nous, on l'a fait à Madagascar, par exemple, pour savoir ce qu'elles faisaient. Et on s'est aperçu de choses intéressantes, comme par exemple que les baleines qui venaient de l'Antarctique, qui étaient donc au sud, je ne sais pas si on voit là, oui, au sud à l'Afrique du Sud. En fait, elles allaient s'alimenter dans les terres australes françaises, proches de l'Antarctique, etc. Mais après, quand elles remontaient, elles pouvaient aller sur la côte est ou la côte ouest de l'Afrique. Et donc, en fait, les baleines qu'on voit au Gabon, en fait, c'est les mêmes que les baleines qu'on voit à Madagascar. Et donc, ça, on a fait ça grâce à l'Argos, on a fait ça grâce à la génétique, mais c'est vrai que c'est extrêmement récent. C'est des données qu'on a depuis même pas 4-5 ans, quoi. Et en fait, elles vont se répartir un peu partout dans le monde, ce qui amène plusieurs choses. Un, il y a 3 sous-espèces de baleines. Il y en a 2 dans l'hémisphère nord et 1 dans l'hémisphère sud. Et puis 2, le fait qu'elles puissent avoir des très longues routes migratoires et qu'elles puissent se choisir dans quelle direction elles vont, ça peut expliquer leur grande diversité génétique et le fait en fait que cette population marche plutôt bien. Ici, là en rouge, là, ce sont des baleines qui n'ont pas de migration, qui font pas de migration. En fait, elles restent toute l'année dans cette zone-là. Donc, évidemment, c'est un groupe de baleines qui est aussi suivi pour savoir comment elles évoluent. Les chants, c'est quoi? On va écouter ça. Voilà. Ici, un chant qui est enregistré à Madagascar, à Sainte-Marie, nord-est de Madagascar, dans l'océan Indien. Alors, en fait, les chants, c'est des vocalisations qui sont séparées de 2 silences. Voilà, silence.
fait, ce qui s'est passé, alors, ça dure 1 heure. Je vais tout de suite. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit déjà, alors, il y a différentes vocalisations, différents types de vocalisations. Je ne peux pas vous donner le nombre exact parce que les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Mais en gros, on va avoir des sons qui vont être harmoniques, c'est les comme ça, avec une belle fréquence fondamentale et des fois des harmoniques ou des formants. Et puis des sons pulsés qui sont des comme ça. D'accord. Et ce truc-là, on l'a expliqué. On a fait une publi en 2013 et en 2015 sur comment elles font pour générer ce type de son. Et j'y reviendrai à la fin de la présentation. Mais voilà, et donc on voit, et en fait, ce qu'on s'aperçoit dès que vous entendez un chant de Brian Abos que je peux vous envoyer si vous intéresse, ben enfin, si vous êtes un tout petit peu à l'écoute, on voit qu'en fait, il va y avoir des unités sonores qui vont être organisées dans le temps et répétées. D'accord, répétées en boucle, et c'est bien pour ça qu'on appelle ça un chant. C'est parce que en fait, on va avoir des phrases généralement 2 ou 3, toi, c'est pas forcément super complexe, mais voilà. Et puis après, la baleine va répéter ça pendant 15-20 minutes, et puis faire ça après pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ok, donc elles occupent un peu l'espace acoustique. Alors quand est-ce qu'elles chantent? Bah, en fait, les premiers enregistrements ont été faits à Hawaï, enfin ceux qui ont été publiés, on va dire, et c'était des zones de reproduction. Et les mâles sont extrêmement actifs, c'est-à-dire qu'ils vont chanter beaucoup pendant la période de reproduction, et donc évidemment, ça a donné des hypothèses aux biologistes pour savoir à quoi ça faisait chant. Mais donc, on a commencé à les enregistrer dans les zones de reproduction. Et partout dans les zones de reproduction, les mâles se mettent à chanter. Et donc, on a les débuts des publications, c'était principalement pour occuper l'espace des zones de reproduction. Puis on s'est aperçu que il y avait quand même des champs dans les zones, dans les routes migratoires. Dans les routes migratoires, il y avait quand même des champs. Et puis on a mis des hydrophones dans des zones d'alimentation. Donc ça, c'est très récent. On l'a fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, en 2011-2012. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est au nord au Canada, c'est à côté de Terre-Neuve. Et là, c'est une zone d'alimentation. Et les baleines chantent. Alors évidemment, c'est extrêmement rare. C'est beaucoup plus rare. Par contre, on a quand même quelquefois des chants. Et là, il y a une publi qui vient de paraître il y a je pense 1 an ou 2 ans, qui disent en fait que ça pourrait, elles se mettent à chanter juste avant de commencer les routes migratoires vers les zones de reproduction, et peut-être que les chants, c'est le déclenchement du début de la route migratoire. Donc là, il faut le prendre un petit peu au conditionnel, parce qu'il n'y a qu'une seule publi, ça mériterait d'être confirmé par ailleurs. Alors les hypothèses, les biologistes, ils ont fait simple. Si c'est les mâles qui chantent dans les zones de reproduction, c'est forcément pour attirer les femelles. Donc c'est une bonne idée au départ. Sauf que Peter Tayak, qui est un patron américain, en 1986, il a publié un article. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du playback, c'est-à-dire qu'il a mis un haut-parleur sous son bateau, et puis il a envoyé des chants de mâles à des femelles qui étaient autour. Et en fait, il y a eu 2 réponses qui ont été notées. Soit elles n'en ont rien à faire, c'est qu'elles restent en statique à distance, soit elles s'éloignent du bateau. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme un tracteur, c'était pas super top. Ceci dit, le playback, il faut être un peu spécialiste, d'accord, du playback. On fait pas du playback comme ça. Enfin, moi, je l'ai fait par exemple à Madagascar. J'ai eu à peu près le même constat, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune baleine qui est venue à mon bateau, parce que je m'étais dit, si jamais j'arrive à tirer des baleines au bateau, ça peut être plus intéressant, parce que comme ça, j'ai gagné du temps pour faire mes expérimentations, puis 2, je peux faire du whale watching beaucoup plus facilement. Bon, en fait, ça n'a pas marché. Le truc qui s'est passé, c'est que quand tu fais du playback, il faut être extrêmement prudent, parce que tu vas pas avoir le même résultat si tu veux écouter Johnny Hallyday ou Etienne Dao, tu vois ce que je veux dire. Donc là, le truc qui va se passer, c'est que ça mérite d'aller un petit peu plus loin. Et là, maintenant, on a des gens qui s'en occupent. C'est des choses qui sont depuis 2010, donc c'est extrêmement récent. On a une chercheuse française notamment qui est très impliquée là-dessus et qui s'appelle Charlotte Curé et qui fait des très beaux travaux sur le playback. Donc du coup, vu que ça attire pas forcément les femelles, on est allé sur un autre thématique qui sont si c'est des interactions mâle-mâle, parce qu'il y a eu beaucoup de quand même où il y a des chanteurs qui se sont rencontrés, etc. On peut dire c'est peut-être pour délimiter des territoires ou s'identifier ou se localiser, etc. Donc là, il y a plusieurs hypothèses qui sont en cours. Et puis il y a une troisième chose, c'est que les sons sont aussi utilisés pour avoir une information sur l'ensemble de l'environnement qui est ailleurs. Là, je vais vous faire écouter un son qu'on a enregistré en Guadeloupe. J'avais été invité sur un documentaire qui s'appelle L'écho des océans et qui est un documentaire sur la Guadeloupe avec un passage très important sur les cétacés. Ici, là, vous voyez la Guadeloupe avec
la pointe des châteaux, et puis là, la Désirade. Et voilà ce qu'on enregistre. C'est la réverbération. On l'envoie du son, après, tu as une réverbération. D'accord. Et en fait, cette réverbération était un petit peu délicate parce que moi, je connaissais pas la zone en fait avant de venir sur le film. Et donc, du coup, je m'étais dit, bah, peut-être que je suis en train de mal régler mon enregistreur numérique parce que tu peux toujours mettre des effets sur des enregistreurs numériques. Et en fait, ici, il y a 5 km de profondeur. En fait, il y a un tombant. La baleine était juste au niveau du tombant. Et donc, quand elle envoyait du son, bah, tu avais une réverbération naturelle qui accompagnait son chant. Et je pense, elle s'entend. Donc, par rapport à l'enregistrement que je vous ai montré juste avant, où il y avait 30 mètres de profondeur, on voit quand même qu'il y a une différence directe. Alors, ce qui a été étudié dans les années 70 et 80, c'est ces champs-là. Et donc, les biologistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des enregistrements et après, manuellement, à l'oreille, ils ont essayé de classer les différentes vocalisations et puis ils se sont aperçus de plusieurs choses. Premièrement, ce sont des dialectes régionaux parce que les baleines qui sont dans les Antilles, par exemple françaises, vont émettre des sons qui n'ont rien à voir avec celles qui sont dans l'océan Indien ou qui sont à Hawaï, d'accord. Elles s'entendent pas et donc il n'y a pas de raison qu'elles vont partager les mêmes unités sonores. Et puis traditionnelles parce que il y a une certaine évolution. Je vais y revenir juste après dans ces sons. D'accord, mais il y a plein de réponses encore qui restent sans réponse, toujours en 2022, notamment, alors j'en ai cité quelques-unes, mais par exemple, on ne sait pas comment, parce que vu que les baleines d'un même océan partagent des vocalisations, c'est-à-dire que, ok, elles s'écoutent, mais ça veut dire qu'il y en a probablement qui vont venir influencer les autres. D'accord, il y a peut-être, entre guillemets, des leaders. Bon, bah ça n'a jamais été montré chez Baleine à Bosse, on ne sait pas qui, en fait, impose un leitmotiv. La deuxième chose, c'est le rythme. En fait, partout dans le monde, elles vont émettre ces chants toujours avec le même rythme. Alors qu'on s'était dit, bon, si jamais on voulait attirer l'attention d'un chanteur par rapport à d'autres, bah, peut-être qu'en changeant le rythme, ça pouvait être un critère, mais ça, ils le font pas, on ne sait pas pourquoi. Et puis, un autre truc qui a été noté assez rapidement dans les années 80, c'est que lorsqu'on fait un enregistrement sur toute une saison de reproduction, c'est-à-dire 2 mois, 2 mois et demi, et ben, au début de la saison, les phrases sont relativement courtes. Et au fur et à mesure que la saison se déroule, il y a des vocalisations qui apparaissent dans les phrases, et donc les phrases deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, les phrases sont plus longues. On sait pas pourquoi, on sait pas. Et ça, c'est constaté partout dans le monde. Donc, il y a un truc qui se passe, on ne sait pas pourquoi. Et enfin, là, vous avez entendu ma voix. Donc là, maintenant, vous allez me reconnaître jusqu'à la fin de votre vie, même au téléphone. Alors que sur la signature acoustique individuelle, on l'a fait sur plein d'espèces animales et on n'arrive pas à le faire sur les cétacés. Enfin, sur les cétacés, en gros, il y a 3-4 espèces où on pense avoir des informations, mais globalement, sur les baleines à bosse, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas réussi. Alors que forcément, enfin, moi, en tout cas, j'en suis convaincu, il y a probablement des critères sur ces sons qui permettent de faire de la reconnaissance individuelle. Alors moi, j'ai pas réussi à le faire depuis 2007. Bon, mes collègues non plus, donc on n'est pas en train de chercher au bon endroit au bon moment, mais on devrait réussir à le faire. Depuis 2011, sur ce partage en fait des unités sonores, on a constaté en fait que que les mâles s'influençaient, donc ça je l'ai dit, mais aussi qu'il y avait des vocalisations qui se propageaient au sein de la population, c'est-à-dire qu'il y en a qui utilisaient des vocalisations d'une année et puis que d'autres mâles allaient les utiliser de l'année suivante. Et donc, il y a eu un mot qui a été utilisé, c'était transmission culturelle. Donc ça a été publié par Hélène Garland en 2011. Et elle a montré que c'était à l'échelle d'un océan, c'est-à-dire qu'il y avait une propagation des unités sonores entre l'Australie et la Polynésie française. D'accord, donc sur un très très grand océan. Bon. Et cette évolution peut être très lente, d'accord. On peut imaginer qu'il faut à peu près une quinzaine d'années
pour que le leitmotiv disparaisse complètement, en tout cas qu'il soit changé tellement qu'on peut considérer qu'il est disparu. Donc ça, on appelle ça une évolution culturelle, ou alors très rapidement, c'est-à-dire que pendant une année, des baleines abandonnent le leitmotiv pour en prendre un totalement différent, et on appelle ça une révolution culturelle. Ça a été constaté que 2 fois, donc on va le prendre avec prudence, mais en tous les cas, on ne sait pas non plus l'expliquer. Comment on fait pour enregistrer les cétacés? Bon, bah, si vous avez un bateau, vous déployez un micro qu'on appelle un hydrophone, c'est un micro étanche sous votre bateau, quoi. Donc vous pouvez enregistrer les chanteurs qui sont à proximité. Sinon, vous pouvez mettre un hydrophone directement sur le fond marin et puis quand tu as les chanteurs qui passent, bah, tu les enregistres. Et puis sinon, tu peux maintenant poser directement un hydrophone comme un micro-cravate en fait directement sur le cétacé. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Enfin, quelques équipes le font parce que du coup, on s'intéresse directement au son de l'individu et on a généralement des meilleurs. Là, ce que vous voyez en orange, là, c'est un hydrophone. Et là, tu vois, discrètement, très en dessous, mais voilà, on arrive et tout. Voilà, on pose l'hydrophone directement sur le. Alors, nous, on a un programme depuis 2 ans sur les interactions mère-baleineau. Donc, on va mettre maintenant des hydrophones sur le baleineau sur sa mère. Et comme ça, on va pouvoir regarder les interactions qu'il y a entre sa mère et son baleineau, et notamment les interactions vocales. Parce que là, j'ai parlé des chants, c'est que les mâles. Mais ça ne veut pas dire que les femelles ou les petits n'émettent pas de son. Ils émettent des sons, bien évidemment, sauf que ce n'est pas c'est pas répété en boucle, ni dans les formes de phrases. Donc, on appelle ça des chants. L'histoire des chants des baleines à Bosse est juste exceptionnelle. C'est un truc incroyable. Ça a été, en fait, dans les années fin 60, d'accord, en 69, il y a la US Navy qui avait mis des hydrophones un peu partout à Hawaï pour détecter les sous-marins russes. Alors, ils n'ont jamais détecté un seul sous-marin russe. Par contre, ils ont détecté plein de sons. Et les sons, à chaque fois qu'il y avait des baleines à Bosse, ils avaient des chants en non-stop. Donc, une personne de la US Navy a pris toutes les bandes et les a données à un scientifique qui s'appelait Roger Penn. Et Penn, lui, il s'occupait des oiseaux à l'époque, d'accord. Et on lui a dit, bah, tiens, si tu veux écouter ce que font des baleines, ça peut t'intéresser, etc. Il a contacté McVeigh, qui lui faisait son stage sur des dauphins. Il commençait à essayer d'expliquer un peu les colocalisations, etc. Et puis, ils ont écouté les enregistrements. Et donc, très vite, ils se sont aperçus que c'était des vocalisations dans un nombre assez restreint, organisées dans le temps et répétées en boucle. Et donc, ils ont fait un article dans Science qui s'appelle « Les chants des baleines à bosse ». Et ça, c'était la première fois à l'époque. Il faut quand même se rappeler qu'en 1971, on ne savait pas qu'il y avait des sons dans l'océan, et encore moins des chanteurs. D'accord. Donc, c'était vraiment un article qui allait cartonner. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose de fondamental à dire sur ce qu'ils étaient en train d'écouter, quoi. Et pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Scott McVeigh, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que bon, bah, ça faisait partie des stars que je voulais vraiment voir, tu vois ce que j'ai vraiment envie d'aller voir. Et vu qu'il était à côté de New York, je suis allé le voir. Il me raconte ça, il me raconte en fait que lui, il était très très jeune quand il a fait cet article-là, et puis il savait qu'il y avait quelque chose qui allait cartonner, donc il l'avait envoyé à Science. Et ils ont eu un appel téléphonique de Science en disant bah c'est bon, on va publier votre article. Et Penn et McVeigh, ils ont dit OK, mais on a une condition, c'est qu'on fasse la première page de Science avec justement les chants des baleines à bosse. Et le patron de Science a refusé. D'accord, il a dit bah non, attendez, c'est votre premier article, faut quand même pas déconner. Et ils ont dit bon bah du coup on refuse de publier l'article dans Science. Et ça a pris 6 mois avant que le patron de Science se rappelle en disant OK, bah vous faites la page. Et donc là ils ont fait un petit croquis des unités sonores. Donc ça, c'était à l'époque, on n'avait pas genre MATLAB en boucle pour faire des spectrogrammes. Donc ils ont fait des petits croquis. Enfin, ça, c'est la femme de McVeigh qui a fait ça, des petits croquis qui en fait symbolisent en gros les phrases du chant que vous pouvez écouter par ailleurs. Et ils ont fait donc la couverture de c'est un gros coup parce que ça a eu un effet direct sur toute la communauté, pas uniquement bioacoustique. La bioacoustique existait avant par une chercheuse américaine qui s'appelait Fish et qui avait travaillé notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale pour l'armée américaine. Mais là, ça a vraiment lancé la bioacoustique marine, en tous les cas, parce que cet article-là a vraiment été particulièrement important. Et puis, il y a eu d'autres choses, c'est que Penn a eu l'idée
de graver un 33 tours avec ses enregistrements. Donc, il a fait ça. Et à l'époque, l'idée, c'était que les 33 tours, c'est le seul support que tu pouvais diffuser auprès du public passionné ou pas passionné. Et pour la nature, il y avait des disques d'oiseaux, des trucs comme ça. Et donc, lui, il a fait ça. Et il pensait que ça allait se diffuser dans la communauté naturaliste, donc assez restreint. Et en fait, ce disque, il a cartonné, quoi. 125 000 exemplaires vendus. C'est-à-dire que, notamment grâce à des critiques de musique qui ont dit que c'était un des albums les meilleurs, les plus beaux, etc. Enfin, il y a eu quand même une folie autour de ce disque-là. Et donc, il est rentré dans le. Il y a un système américain qui s'appelle le registre de la musique américaine, dans lequel en fait, il recense toutes les musiques qui ont influencé les Américains. Donc là, tu retrouves Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson, enfin toutes les grandes stars. Et tu as le disque qui est le disque des Band Boss, qui est aussi cité. Le dernier point, c'est il y a eu on parlait d'inspiration, donc j'ai cherché des inspirations sur ces champs-là. Politique. Alors ce disque, en fait, il a été diffusé à l'ONU. D'accord, parce qu'à l'époque, on chassait la baleine. D'accord, à l'époque, il n'y avait pas de moratoire sur les grandes baleines, et donc les pays, les pays faisaient de la chasse industrielle de cétacés, quoi. Et donc ce disque a été diffusé à l'ONU parce que l'idée c'était d'essayer d'émouvoir les représentants pour pouvoir dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête de les tuer parce que c'est quand même des chants exceptionnels, etc. Donc ça a été fait. McVeigh est parti au Japon pour diffuser la bonne parole. Il a utilisé les chants aussi pour faire tout ce qui était un parti communication, donc voilà, communication auprès du gouvernement, auprès du peuple, etc., du public, etc. Et puis le dernier truc, c'est que en 1977, les États-Unis ont envoyé dans l'espace une sonde qui s'appelle Voyager, avec l'idée, parce qu'on sait qu'il y a des extraterrestres, mais ils ont très peu de chances de nous trouver parce que notre Terre est très petite. Donc l'idée, c'était d'envoyer une capsule pour aller à l'encontre des extraterrestres et de leur dire, dès qu'il y en a un qui va la trouver, il y avait la position de la Terre dans le système solaire de telle sorte qu'ils puissent le trouver facilement. Et pour introduire qui on était, tu as une statue d'un homme et d'une femme, et puis tu as plein d'outils qu'on a utilisés qui sont à l'intérieur de la capsule pour juste leur donner un ordre de grandeur de ce qu'ils vont trouver quand ils vont arriver sur Terre. Alors, il n'y avait pas d'iPhone, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, mais en tous les cas, il y avait plein d'autres trucs. Et il y a un disque, d'accord, et sur le disque, tu as 54 langues humaines et une langue non humaine qui est les enregistrements de Band Boss. Et j'avais dit à McVeigh, quand j'ai dit, ça serait fou quand même que les extraterrestres viennent pour le français, alors que lui, l'américain. Cet album, quand il est sorti, il a influencé un nombre d'artistes, enfin de musiciens. Alors là, c'est quasiment tous des Américains, quoi. Je sais pas trop cet album s'il a vraiment eu autant de succès ailleurs qu'aux États-Unis, quoi. Mais en l'occurrence, aux États-Unis, il a vraiment cartonné. Et donc, il y a carrément des chansons qui s'inspirent soit de l'enregistrement lui-même, c'est-à-dire en fait des chants de la Band Boss, comme par exemple Kate Bush. Bon, elle est anglaise, mais elle ouvre sa chanson Moving avec les sons de Penn et McVeigh. Et puis, soit sinon, c'est simplement des paroles, en fait, des paroles qui font référence en fait à ces chanteurs. Et Judy Collins, qui a fait ça en 70, parce qu'elle avait eu cet album-là qui est sorti en 70. 6 mois après ou 3 mois après, elle écrivait cette fameuse chanson Farewell to. Alors j'ai pas mis, je voulais mettre les sites internet, mais tout ça tu peux le trouver sur YouTube sans aucun problème, quoi. Ok. Et puis toi, Pete Seeger, c'est un artiste américain qui était sur le bateau de Penn et donc qui a vu en fait, qui a entendu ces Band Boss et donc il a écrit une chanson dans la foulée, mais qu'il l'a enregistré beaucoup plus tard en 2007. Quand tu regardes sa page Wikipédia, c'est juste énorme ce qu'il a fait sur ce type de chanson, quoi. Voilà. Après, bon, différents types de musique aussi, hein. Tu as de la musique classique,
ou en tout cas, voilà, musique classique. Tu as la musique country, parce qu'évidemment, tu es aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Et puis, des gens improbables comme Lou Reed, tu vois, Michel Berger, Paradis Blanc, qui ouvre sa chanson sur des chants de Alain Boss. Et puis, très récemment, là, je sais pas si tu connais Gojira, qui est un groupe de thrash metal français. Alors, Flying Wells, alors je crois pas que ça soit des chants de Baleine Boss. En tout cas, c'est pas, déjà, c'est pas des arrangements à moi, donc je sais pas où il les a trouvés. Deux, je pense pas que ça soit des Baleine Boss, parce que, comme ça, à la première écoute, je suis pas sûr. Mais c'est encore d'actualité, tu vois. Enfin, je veux dire, l'inspiration qui vient des cétacés. Et cette chanson, elle est dédiée, en fait, à l'environnement. Quand tu écoutes les paroles, enfin, quand tu lis les paroles, quand tu peux les écouter, mais quand tu les lis, c'est quand même plus facile à comprendre. Ben c'est lié à la protection de l'environnement, etc. Donc, c'est vraiment un engagement, quoi. Alors, les poèmes, là, il y a Scott McVeigh qui a fait un livre de poèmes, dont un des poèmes s'appelle Les baleines chantent. Et bon, après, tu as un certain nombre d'inspirations aussi liées aux cétacés. Et puis, en littérature, alors là, tu en as pléthore. J'ai pas tout mis, hein, parce que je veux dire, la liste serait juste énorme. C'est pas uniquement par rapport à des baleines à bosse. Il y a plein de choses sur Moby Dick, ou sur l'après Moby Dick, ou sur les nouveaux Moby Dick, ou sur, enfin, de ce type-là. Donc ça, j'ai pas mis. Éloge de la baleine, c'est un bouquin qui vient d'être publié il y a un mois, d'accord, par Camille Brunel, qui est un écrivain français juste exceptionnel, quoi. Et je vous recommande le livre d'ailleurs, qui est vraiment très très bien. Sonia, le dernier chant, en fait, c'est un livre policier. Autour justement de la bioacoustique et puis de savoir, enfin voilà, de l'inspiration des sons qui viennent des océans, enfin voilà, etc. Il y a des choses que vous connaissiez peut-être, notamment The Rail Rider, par exemple, qui a fait un film assez intéressant. Je vais vous recommander. Et puis, actuellement, il y a quand même des choses, d'accord. Actuellement, il y a des choses. Donc, si vous voulez des informations sur les actualités, faut mettre un mail et puis je vous donnerai où ça se passe. Mais par exemple, il y a Denis Beuret, qui est un compositeur suisse, qui a fait un concert immersif avec justement toute l'idée d'avoir un système de haut-parleurs qui permet de faire circuler le son autour du public. C'est assez intéressant. Thierry Pécou, qui est un compositeur français, je crois qu'il doit être à Lyon. Il a utilisé des chants que je lui avais passés pour créer une œuvre qui a été diffusée sur France Musique plusieurs fois et qui était en concert, je crois qu'il y a peut-être 2 mois, je crois, un truc comme ça. Aline Penito, qui a fait tout un travail autour justement un travail d'improvisation, en fait, autour justement des chants, et puis en mélangeant plusieurs types d'espèces, parce qu'il y a des chants qui sont, enfin des sons qui sont totalement différents, notamment d'orques, etc., qui est plutôt sympa. Et puis ici, tu as en France, par exemple, des installations. Donc là, par exemple, c'était dans une église à Arles de Caroline Desnouettes, qui a créé une baleine avec des trucs de survie, quoi, pour montrer qu'en fait, il était urgent de les protéger. Des chorégraphies, Camille Hansen, si vous faites ça sur Internet, vous allez voir que c'est une compagnie qui est actuellement américaine, mais qui est actuellement, je pense, ils sont à Madrid, qui a fait The Sacrifice of Giants, qui est juste énorme. Moi, je les avais invités lors de ma conférence en 2018 à Paris. Et puis, Rebecca Journeau, qui a juste une vingtaine d'années, quoi, 21 ou 22 ans, qui est une chorégraphe de La Courneuve, je pense, et qui a fait un super travail autour d'enregistrement. Alors elle, c'est des baleines franches. Alors, si on a 15 secondes ou pas encore, je vous parle juste d'un travail qu'on a fait. On a 15 secondes? Ok, je vous parle juste d'un travail qu'on a fait, parce que moi, quand j'ai commencé les baleines à bosse, c'était en 2007. D'accord, j'ai été enregistré mes premières baleines à bosse, et en fait, j'étais pas totalement prêt sur ce que j'allais écouter. Et puis surtout, c'est que j'avais pas vraiment fait une biographie un peu recherchée, quoi. Et du coup, quand j'ai enregistré, bon, j'étais déjà assez halluciné d'entendre ce qui se passe, parce que c'est quand même surprenant, quoi. C'est vraiment la cacophonie la plus complète dans la zone, et puis ça envoie quand même un peu de son, quoi. Et donc la première question que je m'étais posée, c'est de dire, bon, ok, mais comment elles génèrent ces vocalises, comment elles vont créer ces vocalises, parce qu'on sait, par exemple, en traitement de la parole, quand tu t'intéresses à comment les sons
sont émis dans le système, dans le générateur vocal, bah, du coup, ça peut expliquer les basses fréquences, les hautes fréquences, l'intensité, enfin, ça peut expliquer plein de choses. Et donc, j'avais posé la question ouvertement à des spécialistes mondiaux des champs de baleines à bosse, et notamment une chercheuse dont je dirais le nom, c'est une américaine, mais je ne peux pas dire le nom en fait. Je lui ai dit, mais comment elles font? Et elle m'avait dit, bah, tu sais, il y a de l'air qui passe, un test, etc. Bah, si tu sais pas, dis-le, on va gagner du temps, quoi. Et du coup, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on fasse de l'anatomie. Donc, j'ai trouvé une chercheuse qui s'appelle Joy Redenberg et qui est spécialiste de tout, qui est ORL, est spécialiste de tous les systèmes respiratoires. Et on a ouvert en fait des larynx de baleines. Alors autant vous dire que les masques, c'était pas parce qu'il y avait du Covid, mais parce que ça se sentait à 3 km à la ronde. Et donc on a fait ça. Donc ce qu'on savait, c'était qu'elles avaient alors, ce qu'on savait, c'est qu'elles avaient un sac, qu'on appelle un sac laryngé, je vais revenir tout de suite, et qu'elles n'avaient pas de corde vocale parce que c'était marqué dans Wikipédia. Tu vois ce que je veux dire? OK, donc on s'était dit, OK, on parle de ça. Alors, par contre, donc on a ici, en rouge, tu as le système respiratoire. En bleu, tu as le système digestif. Le système digestif est totalement déconnecté du système respiratoire, donc on va plus vite. Là, ici, tu as les évents, là, tu as les cavités nasales. Tu retrouves tout le système que nous on a parce que c'est les mammifères, donc comme ça c'est bien. Tu as la trachée et puis là derrière que j'ai pas mis, ici tu as les poumons, d'accord. Et puis sous la trachée, tu as une poche qui va gonfler et dégonfler et qui s'appelle le sac laryngé. Et en fait, c'est une poche qui va recevoir de l'air. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que la baleine va pouvoir envoyer de l'air qu'elle a dans les poumons dans cette poche qui va gonfler. Et puis après, elle va pouvoir appuyer sur cette poche pour envoyer de l'air dans ses poumons, d'accord? Ça s'appelle le air recycling, c'est le recyclage d'air, et donc ça permet d'augmenter sa durée d'apnée, d'accord? Tu peux le faire chez toi, tu gonfles un ballon, tu pars en apnée, tu tiens 1 minute, et puis tu ravales l'air qu'il y a dans le ballon, donc tu fais tes 2 minutes, d'accord? C'est pas tricher, c'est juste t'aider, quoi. Bon. Et là, on s'est dit, ok, bon, ça c'est parfait, puisque quand on regarde une baleine qui chante, par exemple, il n'y a pas d'air qui sort, bon, de sa bouche, c'est normal parce que c'est déconnecté, mais qui sort des évents. Donc, tout se fait à l'intérieur de la baleine, d'accord? Le générateur, moi, quand je parle, il y a de l'air qui sort de ma bouche. Moi, eux, c'est pas le cas, quoi. Et la deuxième chose qu'on a montré, donc on était d'accord pour dire qu'il y a de l'air qui circulait à l'intérieur de la baleine et que c'était normal qu'on ne le voyait pas. La deuxième chose qu'on a montré, c'est qu'en fait, il y a au niveau de la trachée des cartilages qui tiennent le sac laryngé, d'accord? C'est les cartilages qui tiennent le sac laryngé qui sont juste connectés à la trachée. Et en fait, ces cartilages, ils sont recouverts d'une membrane, d'accord? Et donc, quand la baleine va ouvrir ces cartilages pour faire circuler de l'air des poumons vers ce sac et remplir le sac, les membranes qui sont autour des cartilages vont se mettre à vibrer, un peu comme quand tu fais ça, là, et vont créer ce son. Et donc, il va y avoir, la baleine va pouvoir ouvrir plus ou moins grand en fonction du flux d'air qu'elle envoie, ses cartilages, et faire résonner le truc. On va descendre dans une baleine, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, ici, on arrive dans les évents, là, on descend, je sais pas si tu vois, on descend dans les trachées. Donc, les conduits nasaux, ils font 1,70 m, hein, d'accord? Ils sont assez longs, 1,50 m, 1,70 m chez les baleines à bosse, enfin chez les mysticettes, tout est à peu près démesuré, quoi. D'accord, donc là on arrive ici, ici c'est l'épiglottis, hein, comme nous on va rentrer tranquillement à l'intérieur de la trachée. Donc là ici par exemple, tu vois ici, oups, mince, excuse-moi, je le refais. Ici là, voilà, ici là c'est la trachée et là en dessous c'est l'ouverture pour aller vers le sac laryngé. D'accord, donc là on va partir dans la trachée. Donc la trachée c'est 1,20 m, 1,30 m, hein, qui a des propriétés juste exceptionnelles, notamment qu'elle est totalement blindée. Là on a fait le tour dans les poumons et là on revient et ici en bas là tu vois les deux cartilages qui tiennent en fait le sac laryngé et c'est l'ouverture de ces deux cartilages avec les membranes qui sont par-dessus qui expliquent ces vocalisations. Voilà. Ça a été publié 2013-2015 et on est toujours en train de travailler dessus parce qu'on a plein de choses à dire là-dessus. Là, dernier slide et après j'ai fini. On est obligé de de dire que les cétacés c'est très inspirant parce que ils sont beaux. Justement, hein, je reviens sur la grosse thématique de la journée, quoi. C'est beau, très bien. Sauf que évidemment, il y a quand même pas mal de pression, notamment des activités humaines. Alors la pêche, la surpêche arrive en numéro 1 puisque il y a quand même des gros prélèvements qui sont faits, notamment sur les proies, voire directement sur les cétacés, hein, parce qu'en France, on tue quand même 6000 dauphins par an.
ce qui est quand même pas négligeable. Et uniquement, là, on compte uniquement ceux qui sont sur la façade atlantique. On ne parle pas de ce qui se passe dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, on estime à 100 000 petits cétacés prélevés par an dans tout l'océan Indien, par an. Okay. Après, il y a le trafic maritime. Tout ce que vous achetez, toutes les marchandises que vous achetez, 90% sont passées par le trafic maritime. Et le trafic maritime continue à se développer de plus en plus. Donc, il y a quand même des sons qui sont dans les océans qui pourraient éventuellement changer, qui pourraient gêner. Ça peut masquer, par exemple, des activités vitales comme la reproduction, comme l'alimentation. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, et puis là, il y a des éoliennes en mer, par exemple, qui sont très intéressantes, mais qui vont générer aussi des sons. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des études pour estimer quel est le niveau de dérangement, quoi. Et le niveau de dérangement, ça va entre un simple dérangement ou directement l'échouage, quoi. Et donc ça, on est capable de l'estimer, de le travailler. Si vous avez envie de voir un documentaire sur ce sujet-là, vous pouvez regarder le film Sonic Sea. Sonic comme le son, Sea comme la mer, et Sonic Sea, il est sur Internet pour $3, je crois. Ou sinon, vous allez directement voir mon webinaire que j'ai fait en septembre dernier sur la pollution sonore marine. Et la pollution sonore marine, c'est vraiment le gros sujet actuel, et notamment parce que l'industrie commence à s'y intéresser de façon un petit peu je ne sais pas si vous avez envie de voir des images de cétacés, peut-être on ne sait jamais. Voilà, je vais finir. Tu vois, on a eu la même idée. On finit sur une vidéo. Ça, c'est des cétacés de La Réunion et de Madagascar qui viennent pour se reproduire et qui font un peu le spectacle dans la zone, quoi. Alors, on peut aller en Guadeloupe, dans tous les dom-toms. Vous pouvez aller en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez les voir. Elles sont partout. Vous pouvez les voir en Polynésie française. Là, c'est à Madagascar, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est sur l'île Sainte-Marie, tu vois la distance à la côte. C'est même pas la peine de prendre un bateau. Tu peux juste regarder de la plage ou aller nager vers elles. Elles sont à 50 mètres de la côte. Là, c'est pas très profond. Ça fait peut-être 12-15 mètres. Là, c'est la mer et le baleineau qui sont en train de prendre le soleil. Peut-être que le soleil a du sens pour eux. Mer baleineau. Les baleineaux à Madagascar, c'est une nurserie. Donc, en fait, certains ont moins de... on en a vu de 1 jour, 2 jours, moins d'une semaine, quoi. C'est assez spectaculaire. Et la mer, en fait, le pousse avec son rostre pour pouvoir... voilà, on est les seuls au monde à expliquer comment les baleines sautent. Tu vois ça, on est les seuls au monde à faire ça. Voilà. Merci. Et l'exposition photo de l'Institut de l'Océan, qui sera Maison du Portugal, mi-juin. Voilà, boulevard Jordan, quand vous allez à la cité universitaire, cité internationale universitaire boulevard Jordan, vous longez le boulevard Jordan et ça sera... Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Merci. Non, en fait, le truc qui se passe, c'est que le lien avec les artistes, il est assez fort parce qu'en fait, tu as quand même, je sais pas moi, un fantasme ou quelque chose, quoi, une empathie naturelle ou un fantasme. Et en fait, il y a 2 types d'artistes. Tu as ceux qui sont très liés au son lui-même, c'est-à-dire qui vont être, alors, son de la nature au sens large. Tu as beaucoup d'artistes qui sont influencés par les oiseaux, voilà, ou des grenouilles qui sont aussi très vocales. Et puis, tu as des artistes qui, au contraire, eux, créent quelque chose. Toi, les sons leur font penser à quelque chose et créent quelque chose avec peut-être des instruments sur lesquels ils sont plus à l'aise. Moi, je connais un gars qui fait de la guitare électrique à partir des sons de Baleine à Bosse. Bon, moi, je ne vois pas trop le lien direct comme ça à première écoute, mais je ne suis pas musicien. Mais par contre, lui, ça l'inspirait à mort, quoi. J'avais une question sur la manière dont on accroche le micro ou l'hydrophone sur la baleine. Comment ça se passe? Parce que là, on voit dans le chercheur qui s'écrit « Oh la vache !» Pourquoi c'est si impressionnant? Non, mais c'est parce que dès qu'on fait quelque chose, on est tout de suite content. Ça, c'est un peu la thématique du truc. Non, en fait, c'est des ventouses. D'accord, c'est des ventouses qui sont en dessous de l'hydrophone. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le moins impactant possible. Donc là, on a deux versions. Il y a une version où les cétacés ne sont pas extrêmement coopératifs, c'est-à-dire qu'ils ont tendance un peu à fuir. Dans quel cas, là, on essaye de se rapprocher un petit peu plus rapidement que ce que j'ai montré là. Donc, tout est
avec tout est fait sur des protocoles scientifiques. Donc, on est chronométré, on ne peut pas faire ça plus de 20 minutes ou 25 minutes. On a le droit à 2 ou 3 tentatives et après on arrête. Enfin, il y a plein de trucs qui sont écrits comme ça, quoi. Et donc, l'idée, c'est qu'on fait ça à la perche parce que c'est ce qui est le plus facile, hein, parce que tu peux guider la pose, d'accord. Il y a une équipe qui a voulu faire ça avec des drones, mais moi, je pense que c'est juste pour rire, quoi. Et donc voilà, et donc on s'approche extrêmement discrètement. Là, ce qu'on a fait, c'était un gros coup, c'était qu'on s'est laissé dériver en fait vers la mer Baleineau qui était statique. On s'est laissé dériver l'air de rien, et au dernier moment, paf, on a posé l'hydrophone directement sur le baleineau. Et c'est vrai que du coup, on était surpris que ça soit entre guillemets aussi facile, parce que généralement, des fois, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi. Et c'est bon. Et alors, dernière chose, je voulais te dire aussi sur les documentaires. Tu vois, les relations qu'on a avec les journalistes sont très bonnes. C'est-à-dire que généralement, on nous pose des questions sur les cétacés assez régulièrement. Et du coup, c'est assez facile. Et les documentaires ont un rôle hyper important parce que les documentaires, vous touchez un nombre de personnes qui est qui n'a rien à voir par rapport à des conférences scientifiques que l'on peut faire par ailleurs à Sorbonne Université ou dans des endroits grand public, quoi. Là, je vais à une conférence demain soir à Clermont-Ferrand, on va peut-être avoir 100 personnes, peut-être maximum, peut-être 80. Alors que quand tu fais un documentaire qui passe sur Netflix ou sur TF1, là, tu touches tout de suite un grand nombre de personnes, quoi. Et du coup, ça, c'est, à mon avis, c'est une des choses qui est vraiment importante. La deuxième chose, c'est que quand tu parles des cétacés, tu peux aborder le sujet par plein de volets différents. Tu peux partir sur la biologie, hein, faut quand même pas non plus déconner, mais c'est quand même le point d'entrée qui est entre guillemets classique. Mais tu peux aussi faire de la géographie, parce que toi, tu traverses plein de pays, puis tu peux demander pourquoi il y en a qui ont des frontières, il y en a qui n'en ont pas. Tu peux faire l'histoire, parce que toute l'histoire qu'on a sur les cétacés, elle est assez incroyable. Tu peux faire de la littérature, de l'artistique, parce que là aussi, il y a eu plein de choses qui ont été faites. En peinture, tu peux aller au Louvre, et quand tu regardes tous les peintures que tu peux avoir, il y en a quand même qui montrent des cétacés. Alors, les cétacés un petit peu dessinés, un petit peu à la va-vite, mais vu qu'on les voyait que de dos, on avait ils inventaient un petit peu des formes qui n'étaient pas forcément des formes réelles. Ben oui, non, mais voilà. Et puis l'autre... Et puis l'autre, alors économique, d'accord, si vous faites un documentaire sur l'économie, on est bien placé. Et puis sur la politique. Et là, sur la politique, si vous voulez qu'on commence, on peut commencer tout de suite. Là, tu peux faire au moins 3 ou 4 documentaires sur ce que c'est que la politique sur les océans, quoi. Il y a eu 2 trucs qui ont été faits. Il y a le port de Vancouver, qui a un hydrophone au large du port, et qui, eux, ont publié en disant que c'était plus calme et qu'ils avaient plus d'orques, du coup, dans leur enregistrement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont revenues dans des zones où d'habitude c'était occupé par le trafic maritime. Et la deuxième chose, c'est que Hervé Glotin, qui est mon collègue de Toulon, lui, il a des hydrophones qui sont entre Port-Cros, toutes ces îles-là. Là. Et là, pareil, il a montré en fait qu'il y avait du fait, alors pas forcément le moins de trafic maritime industriel, mais des touristes, activités côtières, etc. Tout ça avait disparu. Et donc, plus à même, les cétacés sont revenus proches des côtes, là où généralement ils n'étaient pas. On estime, il y a plein de publics qui ont été faits depuis les années, on va dire 2000. En fait, ce qui s'est passé dans notre communauté, en tous les cas, c'est qu'on a eu des échouages successifs et on a essayé de trouver la raison. Et du coup, il y a eu pas mal d'argent qui ont circulé sur l'impact des cétacés. Et notamment, des chercheurs américains ont montré la sensibilité auditive de ces cétacés, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Parce que si tu ne connais pas la sensibilité auditive d'un cétacé, tu ne peux pas savoir si le son va l'impacter. Tu vois, moi, je gueule sur ma grand-mère qui est à moins d'1 mètre, et puis ça ne la gêne pas, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait, elle m'entend pas. Donc, l'idée, c'est ça l'idée. Donc, le truc qui s'est passé, c'est que quand alors, ils ont fait ça sur tous les cétacés qui étaient en bassin, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire dans le milieu naturel. Et après, ils ont généralisé. Donc, maintenant, on connaît les seuils auditifs et on sait après, on a les bandes fréquentielles, les seuils auditifs. Et donc, on sait à peu près, on estime quels sont les impacts des sons à cause de ça, quoi.